Amis téléspectateurs, bonjour. Nous sommes sur le plateau de Face à l'Afrique. Face à l'Afrique, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet africain. Le panafricanisme sauvera-t-il l'Afrique en proie des prédateurs? Vous savez bien, des prédateurs qui existent aujourd'hui, qui ont une certaine velléité d'aller piller l'Afrique. L'Afrique, en taux de croissance, tourne aux alentours de 5,7%, avec les 3 rapports Vidrine, Bockel, et également Attali. On peut dire que l'Afrique est l'avenir de la France. Alors, pour débattre sur ces sujets importants, nous avons à ma droite, Monsieur Mwazulu Diabanza. Vous êtes porte-parole de MUDC, Marron, de l'unité, d'unité et courage. Bonjour. Bonjour. Et à ma gauche, Passy Patrice, directeur associé parce que c'est quelque chose, un cabinet de consultants assez important où vous travaillez, vous êtes spécialisé dans le management ou surtout dans l'intelligence économique. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, on va se demander pourquoi quelqu'un d'intelligence économique est là avec un panafricain, parce qu'il y a panafricain et panafricaniste. Tout à fait. Enfin, vous allez faire la différence tout à l'heure. Alors, effectivement, l'intelligence économique, on peut dire, voilà, il a la pleine maîtrise de voir les choses qui se passent en Afrique, protéger aussi les intérêts de l'Afrique. Alors, c'est pour ça qu'il va pouvoir apporter sa pierre à l'édifice. Je commencerai par ma droite. Alors, on peut dire aujourd'hui, l'Afrique va très mal avec ses richesses et que les gens ont une certaine velléité d'aller chercher, puiser illégalement ces richesses. Oui, tout à fait. Notre mère patrie, l'Afrique, a toujours été la proie de plusieurs vautours, ou si j'ose dire, de plusieurs appétits inavoués sur le plan économique. Cela remonte bel évidemment avec notre rencontre malheureuse avec cet Occident colonial qui, depuis les années 1400, nous a placés dans une spirale infernale et difficile et impossible, voire quasi même pour en sortir. Donc je parle là de razzias négrières qui ont été la première frappe qui a permis à l'Occident de vider toutes les richesses et les potentialités ô combien incommensurables de notre chère et mère patrie l'Afrique. Nous passons par là l'hypercolonialisme avec la destruction systématique des grands empires et grands ensembles africains. Et enfin la colonisation, pas enfin, disons après la colonisation, et aujourd'hui nous sommes dans le néocolonialisme qui sont des virus si j'ose dire et des idéologies cancéreuses qui aujourd'hui non seulement étouffe notre chère et mère patrie l'Afrique, mais permet à ceux-là qui veulent nous maintenir, nous pousser au fond du gouffre économique et nous maintenir sous une dépendance et, si j'ose dire, une subordination intellectuelle, de pouvoir profiter de la richesse de notre chère et mère patrie l'Afrique. En attendant cela, on s'est dit, tiens, c'est deux mondes différents avec votre monde. Est-ce que c'est un illuminé ou un véritable panafricain? Non, il a un point de vue propre, vigoureux. Propre, oui. Pas de langue de bois. Non, c'est son point de vue, c'est son analyse que je respecte, que je trouve vigoureuse et avec des aspects implacables. Mais je pense que l'Afrique va mieux. Dans ce sens qu'on a parlé d'une croissance entre 5 et 7%. Je pense que l'Afrique est partie sur le plan géostratégique d'un point marginal à un pivot stratégique, que l'Afrique maintenant intéresse tout le monde. Dans 25 ans, on prédit pas prédit, mais les rapports le disent clairement, que l'Afrique va devenir l'atelier du monde, donc le centre de plusieurs convoitises et de plusieurs intérêts, et donc une structure, enfin un continent capable d'orienter l'économie à la limite mondiale dans le sens de ses intérêts. Mais surtout, l'Afrique aujourd'hui, c'est dans 30 ans 1 milliard d'individus en plus, ce que l'Afrique va vivre. Oui, ce que l'Afrique va faire et ce que l'Afrique subit, personne ne va le faire. Et que ce continent, pour pouvoir avancer, a besoin de revoir tous ces paradigmes, parmi lesquels le panafricanisme. A besoin de revoir tous ces paradigmes, de revoir toute sa perception, parce que le passé est utile pour créer et vivre le présent, et l'avenir nécessite de nouveaux outils conceptuels de travail, d'agir et de vivre ensemble. Alors, on écoutait son discours, c'est complètement aux antipodes de votre discours. Alors, on va définir qu'est-ce que c'est le panafricanisme ou le panafricanisme tout court. Parce que quand je dis, il y a des panafricains, le panafricain et des panafricanistes.
Alors, la différence, c'est quoi? D'abord définir et donner la différence sur ce que je viens de dire. Je voudrais d'abord revenir un peu sur ce qui a été dit. Ça serait effacé par... rapidement, parce qu'on a ça serait effacé par le revers de la main, c'est quelle l'histoire véritable de notre chère et mère patrie, l'Afrique. Lorsque l'on dit que l'Afrique aujourd'hui intéresse le monde, on oublie que lorsque Gobineau, nous étions à la sortie ou à l'entrée même du XVIIIe siècle, lorsque Gobineau dit que Dieu a créé une race de maîtres, notre race à nous, donc il part de l'Occident et de l'homme occidental, une race de militaires et des guerriers, il part de nos cousins, c'est-à-dire la race arabe, une race des ouvriers, en parlant de la race jaune asiatique chinoise, et la race des paysans éternels, c'est-à-dire en parlant de la race noire. L'Afrique a intéressé le monde depuis belle lurette. Ce n'est pas aujourd'hui que l'Afrique intéresse le monde. L'Afrique a été le socle même fondamental. Le plus grand projet économique que l'humanité tout entière a connu, c'est le razzia négrière qui a permis à l'Occident de décoller économiquement. Vous l'avez dit, mais expliquez-moi, définissez-moi, qu'est-ce que c'est le panafricanisme? Que je puisse savoir, parce que moi je suis aussi, je me perds dans ces méandres. Voilà, le panafricanisme est un rappel de l'unité à tous les Africains. Lorsque le panafricanisme est né, il faut d'abord remonter, je pense que dans le début et le fondement de cette idéologie, si j'ose dire ainsi, qui est à la fois une idéologie politique, un projet vigoureux sur le plan politique et économique, en parlant même quand mon prédécesseur, M. Passy, parlait d'une philosophie politique aujourd'hui dans le monde actuel, je pense que le panafricanisme est le seul projet, l'un des rares projets efficaces capables de permettre à notre chère et mère patrie, l'Afrique, de jouer un rôle. Je reviens sur votre question. Vous n'avez pas répondu à ma question. De jouer un rôle sur la politique mondiale et la politique universelle. Je disais que le panafricanisme est un rappel d'unité à tous les Africains. Lorsque cette idéologie et cette idée émergent, Anténor Firmin, qui est l'un des pères fondateurs de cette vision. Vous allez très très loin. C'est vrai que vous maîtrisez beaucoup de choses en termes d'histoire. Il est évident, on doit un peu rendre ces discours assez compacts et compactés pour que les gens puissent comprendre. Philosophiquement, vous avez raison. Mais respectez ce que je demande. Je suis en train de vous expliquer que le panafricanisme est un rappel à l'unité. L'unité politique, culturelle, si vous voulez, économique de l'Afrique. De l'Afrique, non seulement l'Afrique territoriale, mais de l'Afrique aussi humaine, c'est-à-dire de tous ceux qui ont été déportés vers les Antilles, vers le Caraïbe, vers les grandes Amériques et vers l'Amérique latine. Donc c'est une unité de notre peuple de retrouver ses orientations et ses propres boussoles politiques, économiques, culturelles et militaires, si j'ose dire. Alors, quand on entend cela, le monde qu'on voit actuel, tout y est maintenant global. Voilà, comment on peut définir cela avec les outils actuels, le numérique, ces paraboles, tout ça, etc. Est-ce qu'on peut rester encore dans cette définition de notre ami qui vient de nous donner sa définition, que je comprends que c'est la vraie définition, bien sûr. C'est pas un rappel, mais ça a été la définition découle d'une nécessité historique à un moment, à la fin, lors des mouvements de révolte dans les années 1700. Ça a été, puisque le panafricanisme n'est pas né en Afrique, il est né plutôt dans la diaspora, il est né plutôt dans les situations complexes où on a essayé d'abord de se retrouver par solidarité. Solidarité dans la souffrance, solidarité dans le rappel de l'unité, solidarité aussi dans l'agir et le vivre ensemble face aux situations douloureuses qu'il y avait à gérer. Maintenant, 3 siècles après, si on veut parler de panafricanisme, la principale lacune et ce qui a fait, on va dire, sa grande difficulté, c'est l'absence d'idéologie. Parce qu'il n'y a pas eu de doctrine véritable autour de ça. Il y a eu des courants, il y a eu des mouvements, mais il y a eu une difficulté de structuration de la pensée panafricaniste pour la simple raison qu'elle était traversée par plusieurs mouvements et par la diversité, la diversité des points de vue qui empêchaient la mise en place d'une plateforme commune pour pouvoir avancer, et ça s'est traduit dans pas mal à la fois de réussites et d'échecs. Donc aujourd'hui, le panafricanisme, c'est un rappel d'unité, c'est aussi une nécessité de solidarité, d'union face aux différentes situations auxquelles le peuple noir était confronté dans pratiquement toute la planète. Quand on voit aujourd'hui, pas aujourd'hui, on a vu en fait tous ces grands leaders panafricains, Nkrumah,
Diop, Cheikh Anta Diop, tout ce monde, le Lumumba, je ne veux pas tous les citer ici, partaient sur cette idéologie, enfin cette idée de fédérer l'Afrique. Est-ce qu'on peut fédérer l'Afrique tout en ayant plusieurs langues qu'on retrouve en Afrique comme ça? C'est d'ailleurs la demande de Rouman qui dit définitivement, si on veut réussir la vraie Afrique, il faut avoir une seule langue. C'est un aspect, c'est un outil efficace qui peut nous permettre aujourd'hui d'être à la hauteur de tout ce qui nous attend. Mais je pense que ce n'est pas une condition sine qua non. Si nous devons regarder par exemple ce qu'a été aujourd'hui ou ce qu'est l'Haïti. L'Haïti, c'est en fait tout notre peuple de la mère patrie africaine qui sont sortis des part et d'autres. Mais nous avions réussi à construire un socle politique, économique et culturel commun, avec des langues qui étaient parfois différentes, jusqu'à arriver à aboutir à quelque chose. Nous avions fait ce travail avec, je pense que nos prédécesseurs l'ont fait, au lendemain de la naissance de l'Union, de l'Organisation de l'Unité africaine. Nous avions bien évidemment établi certaines priorités en regroupant l'Afrique autour de certaines langues. Un travail éminent salué, que je salue aussi du professeur Cheikh Anta Diop, qui a été en mesure de démontrer la racine commune de toutes ces langues il a insisté là-dessus d'ailleurs, il a insisté pour qu'on puisse, d'ailleurs, si on veut voir la vraie intégration, je vais vous redonner la parole tout à l'heure, la vraie intégration d'Afrique, ça passe d'abord par la culture. Bah, je pense que ce point, c'est étonnant qu'il n'ait pas évoqué ce point parce qu'il évoque celui qui a justement parlé, mis en exergue la difficulté que nous avons d'intégration du fait qu'on n'ait pas une langue commune. Pourquoi on n'a pas de langue commune? Parce que à la veille des indépendances, le colon a proposé que nous puissions bénéficier de notre indépendance avec nos langues. Ce sont nos dirigeants qui ont refusé pour mieux gérer les divisions susceptibles en fonction des divisions tribales, pour éviter que les pays ne se morcellent du fait de ce genre de difficultés. On a préféré avoir une langue commune, une langue de communication, comme on dit, pour pouvoir résoudre ce problème un peu plus tard. Et donc, 50 ans après, on n'a jamais eu une réflexion coordonnées sur les langues africaines, sur quelle est la langue à retenir selon les zones, selon les aires géographiques. Par exemple, le Swahili pourrait être, par exemple, à l'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale, une langue régionale, oui, ainsi de suite. On n'a pas voulu le faire par paresse intellectuelle, et Cheikh Anta Diop l'a bien évoqué en disant, par paresse intellectuelle, on ne sera pas capable. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous n'êtes pas, lorsque vous utilisez, vous embrassez le monde avec la langue d'emprunt? Quand vous embrassez le monde avec une langue d'emprunt, il faut toujours savoir, quand vous allez par exemple au Cameroun, à Kinshasa, à Brazzaville, etc., vous discutez avec quelqu'un qui est natif, qui n'est jamais sorti du coin, vous allez voir qu'il aura un brin de retard avec celui qui a cette langue comme langue maternelle, pour la simple raison qu'il se passe un phénomène dans sa construction, dans la construction de sa phrase. Il part de la langue maternelle vers le français, et du coup, il est plus exécutant que concepteur. Alors, on peut observer par rapport à nos leaders, parce qu'on prend l'exemple toujours par rapport à nos leaders, les vrais panafricains. Je donne l'exemple de Nkrumah, qui est un idéaliste qui va dans l'idée de dire, voilà, je vais recouper tout le monde, mais il a oublié une partie d'Afrique, l'Afrique blanche. Comment voulez-vous dire que vous êtes un panafricain, oublier le Maghreb et ses populations? Non, j'aimerais dire d'abord ceci. Quand on parle... je disais tout à l'heure que la langue... C'est un monde à part, alors... La langue était... Non, je reviens dessus. Hein. La langue est un outil, pas principalement une condition sine qua non. Patrice Lumumba ne parlait pas la même langue, si j'ose dire, avec le président Kwame Nkrumah. Patrice Lumumba parlait la même langue, c'est-à-dire émanation de la francophonie, avec le président Feu Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny a choisi, parce que l'Afrique dans laquelle on est aujourd'hui, c'est l'Afrique d'Houphouët-Boigny, c'est l'Afrique de Senghor. J'en arrive. Patrice Lumumba a parlé une même langue avec le président Kwame Nkrumah, dans le sens où le président Nkrumah, le président Sékou Touré et Patrice Lumumba étaient dans la ligne d'aller dans cette ligne panafricaine pour aboutir, bien évidemment, dans l'un des objectifs phares de ce panafricanisme, la création des États-Unis d'Afrique. Je reviens sur votre question. Lorsque vous parlez de l'Afrique, comment est-ce que le président Nkrumah a oublié l'Afrique blanche? C'est une question aujourd'hui épineuse, non seulement que c'est une question passée, c'est une question à l'heure actuelle. Il n'y a pas d'Afrique blanche. D'ailleurs, nous, dans le manuel qui est le nôtre, où nous avions... traiter ces questions, lorsque nous parlons du tambour de la révolution africaine achevée, nous refusons catégoriquement
d'entendre dire qu'il y a l'Afrique blanche et l'Afrique noire. Parce que cette idéologie, cette philosophie qui consiste à dire qu'il y a l'Afrique blanche et l'Afrique noire, c'est ce qui a fait naître la ségrégation aux États-Unis. C'est ce qui a permis et a donné la racine et le fondement à l'apartheid en Afrique du Sud. L'Afrique, notre chère et mère patrie, l'Afrique, elle est du nord au sud, de l'est à l'ouest, un continent appartenant à la race noire. Ça, attendez, ça c'est une évidence. Oui, mais et de deux, lorsque le président, nous sommes en train aujourd'hui, notre peuple est aujourd'hui aux prises entre deux feux. Il y a d'un côté, vous ne pouvez pas les négliger, un semblant de domination et de suprématie venu de ce que vous appelez l'Afrique blanche. Je cite le cas de la Mauritanie, je cite le cas du Soudan. Lorsque John Garang était vivant, John Garang a combattu de tout son vivant en refusant deux Soudans. Je vais arriver. Le Soudan blanc et le Soudan noir. On ne fait pas les procès. C'est-à-dire que je voudrais dire que, je voudrais dire par là, le président Kwame Nkrumah n'a rien oublié. Nous étions dans l'acheminement de la concrétisation d'un projet politique viable qui a été court-circuité par les forces étrangères impérialistes des États-Unis d'Amérique, de la France et consorts. On va terminer à cela, la raison pour laquelle d'ailleurs j'essaye de montrer aux amis téléspectateurs votre ouvrage qui parle de ces tambours de la révolution africaine achevée. Achevé parce que c'est majuscule, alors je le vois. Alors voilà, je montre ces livres. Si les gens veulent approfondir en fait vos pensées, ils peuvent bien entendu procurer ces livres qui coûtent 15 €. 15 €, ce n'est pas donné d'ailleurs. Alors, dites-moi, que pensez-vous de la réflexion de notre ami sur l'Afrique noire et l'Afrique blanche? J'aime bien ce genre de réflexion parce que c'est enflammé et c'est très bien. Mais enflammé, cela ne veut pas dire que vous avez raison quand on enflamme une discussion. Donc je pense que ce qui est dit est consistant. Maintenant, le seul problème, enfin, si je puis me permettre, c'est il y a l'absence d'une lecture stratégique des différentes situations. Nous avons par exemple l'imposition de la langue du colon avait un objectif stratégique. Lorsque vous réfléchissez dans la langue de l'autre, vous avez ce qu'on appelle, vous faites l'objet d'une stratégie de l'accoutumance qui consiste à vous formater dans le sens de l'autre. Donc les Anglais, quand on parle des anglo-saxons en Afrique, on dit ils fonctionnent comme les Anglais. Quand on parle des Français, on dit mais ils ont les mêmes même les francophones, ils ont les mêmes tares que les Français, parce que justement, sans le vouloir, au fil des ans et des années, vous finissez par fonctionner comme l'autre, et c'est le but, puisque la langue permet de vous mettre dans une espèce d'habitacle. Il faut toujours savoir que le français est une langue culture. Vous ne pouvez pas parler français sans vous intéresser ou sans être obligé de gérer la culture française, la civilisation française. Donc ça, c'était la parenthèse. Maintenant, à propos de la dynamique de Nkrumah qui disait qu'il faudrait que la langue, que l'Afrique blanche, enfin l'Afrique du Nord soit exclue. Pourquoi c'est exclu? Voilà. Donc, les gens se disent aujourd'hui, les chercheurs se disent aujourd'hui que cette partie-là est complètement laissée. Pas du tout, puisque Kadhafi s'est intéressé à la question. Kadhafi en a fait, est devenu à la limite l'un des leaders de ce mouvement à sa manière et à sa façon, mais en portant des fruits avec des actions concrètes et intéressantes. Donc on ne peut pas dire ça. La licence non, enfin, pas abonder la licence parce qu'il refuse l'Afrique blanche. Il ne refuse pas. Je pense que c'est des choix stratégiques en fonction des circonstances et des événements. Et à l'époque, puisque le panafricanisme visait la solidarité noire, d'accord, puisque le socle avait un sens racial. Donc forcément, ce qui n'est pas noir devait être exclu, mais c'est des propos tenus à une époque. Je vous ai dit que l'évolution du monde nous oblige à revoir certains paradigmes, et parmi ceux à revoir, il y a le panafricanisme, puisqu'il faut évoluer avec son monde. Évoluer avec ce monde, on évolue beaucoup d'ailleurs. Vous êtes bardé de diplômes, comme beaucoup d'Africains ici, parmi nous ici. On s'est dit, est-ce que ce ne sont pas des outils pour les Occidentaux pour en fait coloniser culturellement l'Afrique? Vous d'ailleurs, par exemple. Non. Et vous d'ailleurs aussi, hein, je poserai cette question. Il n'est pas question de coloniser. Intellectuellement, parce que le panafricanisme est un mouvement de solidarité et d'unité. Donc, il fallait d'abord, avant d'affronter ceux qui sont en face, il faut d'abord se connaître, s'organiser et s'unir, tout en essayant de connaître les autres. Donc je pense que parmi les trois objectifs que les panafricanistes s'étaient fixés, il y avait l'indépendance de l'Afrique, ça a été atteint, la ségrégation raciale qui a été abolie pratiquement dans pas mal, même si dans la réalité on peut déplorer pas mal de choses, et aussi nous avons un certain nombre d'actions qui ont été le fruit, par exemple l'incrimination de la ségrégation raciale comme étant un délit, par exemple. Ça c'est un travail qui a été fait grâce à nos aînés. Maintenant, ce qui a manqué, je reviens encore sur le fondement, ce qui a manqué, c'est l'absence de doctrine
quand on n'a pas une doctrine dans un mouvement, dans une structure, dans une démarche, vous manquez d'éléments de transmission. Vous savez, hors micro, vous êtes posé la question, c'est quoi le panafricanisme? Parce qu'on n'a pas une définition claire, voilà, précise, voilà, parce qu'on n'a pas une ligne de réflexion, parce qu'on n'a pas de matériaux de réflexion, parce qu'il n'y a pas une pensée stratégique qui a été clairement affichée, d'accord, du fait des divergences qu'on connaît tous. Maintenant, moi je pense qu'il faudrait se réapproprier le panafricanisme actuellement, qu'il devienne d'abord économique avant d'être politique, parce que politique ça a été une erreur, que le panafricanisme revienne et commence d'abord par être économique qui sera plus efficace, il me semble. Très bien. En écoutant cela, on dit que voilà, l'Afrique va mieux. On a des intellectuels, on a des gens qui réfléchissent, des gens qui réfutent certaines considérations. On refuse, mais on vit avec ces considérations ici en Europe, ou on quitterait l'Europe, hein, je peux dire ainsi. Alors, vous répondrez peut-être pas à ça, vous ferez votre observation. Alors, le panafricanisme a vécu aujourd'hui avec cette histoire de Laurent Gbagbo à la CPI, parce qu'il voulait l'exhiber, cet élément du panafricanisme, parce que à chaque fois que quelqu'un veut exhiber cet élément du panafricanisme, la personne ou tuée ou arrêtée. Je pense que vous avez indirectement déjà répondu à une partie de ce que j'allais dire à M. Passy. Il faut comprendre une chose. Dire que nous n'avions pas des éléments idéologiques et des éléments de transmission, je pense que là, on prend un mauvais chemin. Nous avions hérité. Si aujourd'hui je suis sur ces plateaux en parlant du panafricanisme et en donnant au peuple africain cette boussole du tambour de la révolution africaine achevée, où l'idéologie panafricaine est très bien définie, c'est-à-dire la ligne de conduite à suivre. De votre livre, la ligne de conduite à suivre pour aller dans ce sens. La libération de notre chère mère patrie, l'Afrique, ne se passera pas sans aucune douleur. C'est-à-dire que quand vous disiez 15 € peut-être c'est pas donné, c'est parce qu'il faut un minimum. C'est inéboutable. Un minimum par rapport à la contribution de notre peuple. Mais j'allais dire ceci. Je disais que ça serait effacé parce que nous avions reçu d'un Kwame Nkrumah. Si aujourd'hui je suis là parce que j'ai reçu un flambeau de Kwame Nkrumah, j'ai reçu un flambeau d'Haïlé Sélassié, j'ai reçu un flambeau de Patrice Lumumba, j'ai reçu un flambeau de Sékou Touré. C'est-à-dire, c'est pour dire que la langue, quand on parle d'une question culturelle ou une question... J'ai posé la question concernant Laurent Gbagbo. J'en arrive à ça, oui, c'est-à-dire que... Si on perd énormément de temps. Donc une partie de votre question, lorsque le président Laurent Gbagbo exhibe, ce n'est même pas exhibé. Le président Laurent Gbagbo s'est inscrit dans une dynamique de ses prédécesseurs. C'est-à-dire que de Kwame Nkrumah et autres, pour aboutir... Première mesure phare, Laurent Gbagbo commence par éliminer les visas pour tous les citoyens ressortissants de l'Afrique de l'Ouest. Parce que c'était l'acheminement de la construction d'un État. Lui, il a choisi cette méthode. Rappelez-vous que le président Julius Nyerere a pris deux pays qui avaient des destinées indépendantes complètement, diamétralement opposées. Je cite la République du Zanzibar et du Tanganyika, et il a abouti à un pays, la République de Tanzanie. Donc cette expérience, l'acheminement ou une construction graduelle du panafricanisme a été aussi l'élément clé de la politique du président Barthélemy Buganda, lequel d'ailleurs a mis à mal tous les Occidentaux, et vous savez que son avion n'a pas atterri, toujours par cette mauvaise foi. Donc je voudrais dire à M. Passy que le panafricanisme, et quand vous dites ça a été une erreur sur le plan politique, nous sommes en train de vivre une Afrique aujourd'hui qui a combattu depuis sa naissance le panafricanisme. Oui. Le panafricanisme n'a pas fait ses preuves dans le sens où nous nous sommes engagés dans une voie et qui n'a pas abouti. Nous sommes combattus et aujourd'hui nous appelons la jeunesse africaine, nous, cette génération, de pouvoir arriver à bout à cette idée de concrétiser sur le plan politique, économique et culturel. C'est pas pour rien que j'insiste que le panafricanisme c'est le rappel de l'unité. Oui, mais vous l'avez dit, c'est vrai que la mère des sciences c'est des rappels, mais il faudra quand même qu'on puisse gagner du temps pour qu'on puisse bien entendu aller au niveau de nos questions, aussi interrogations, et connaître, savoir réellement qu'est-ce qui se passe avec l'Afrique, avec le panafricanisme. Enfin, voilà. Alors l'histoire de Laurent Gbagbo, l'histoire de Kadhafi, ça nous montre que donc, on ne peut pas être un bon panafricain. Si, on est voilà, nous avons un modèle vigoureux de panafricain, nous sommes tous ici, il me semble, panafricains. Ce que je suis en train de vouloir faire comprendre... Vous êtes en train de nous fuir, il y a un faux fuyant sur les réponses sur ces leaders qui ont été massacrés, tués. Vous avez parlé de Bongada, depuis 1960, l'Afrique a connu à peu près 200 coups d'État. Depuis 1960, il y a eu pratiquement 200 coups d'État avec au moins 73 chefs d'État décédés de mort violente.
Est-ce que vous comprenez? C'est une information. Bien. Donc, quand vous avez ce genre de chiffres records, vous comprenez bien qu'on n'est pas dans l'idéologie, mais on est dans des rapports de force. On n'est pas dans la solidarité. On est dans un mouvement violent de préservation des différents intérêts. Je suis d'accord qu'on puisse évoquer l'histoire, mais l'histoire est figée. Et les spécialistes que nous avons, l'un des spécialistes que nous avons en face, se chargera justement de nous expliquer ça. Mais le monde avance et très vite. Et l'avenir, c'est à nous de construire cet avenir. Ce n'est pas aux historiens de construire. Les historiens nous éclairent sur la démarche, les fautes à ne pas faire. Les historiens nous donnent les outils pour pouvoir travailler. Maintenant, ce que nous disons, l'Afrique d'aujourd'hui est inscrite dans la mondialisation. Et la mondialisation, c'est un rapport de force. Et le rapport de force veut que, lorsque on engage certaines actions, il faut s'attendre à la réaction de ceux qui ne veulent rien changer. On finit par se retrouver dans des situations difficiles. Et la plupart des Africains ou les chefs d'État se retrouvent dans ce genre de situation. Alors, si j'ai bien compris, en fait, le de notre ami Passy est en train de nous dire le président ou ces panafricains africains ne sont pas encore au mur, ne sont pas encore mature. Non, c'est ne pas voir la mauvaise foi de l'adversaire qui est en face. Monsieur Passy est en train de faire un effort de nous faire comprendre, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est en train de définir comme force. Nous avions démontré sur le plan militaire, stratégiquement, dans un combat, dans un terrain neutre, notre peuple, notamment avec cet élément du panafricanisme où nous avions appelé au rassemblement à l'unité culturelle et militaire, nous avions affronté sous le commandement successivement de Mankandal, sous le commandement de Dessalines, sous le commandement de Toussaint Louverture, nous avions vaincu l'impérialisme et l'inhumanité blanche sur le terrain de l'Haïti. Monsieur Passy, nous sommes en train de progresser dans une lutte où les batailles peuvent être perdues et gagnées, mais la lutte finale, nous la gagnerons. Ce ne sont pas des historiens. Nous ne parlons pas de l'histoire. Nous sommes en train de parler d'un acheminement parce que l'Afrique dont vous parlez dans la mondialisation et la globalisation, cette Afrique ne peut pas prospérer parce qu'elle est d'abord dominée. Dominée pourquoi? Parce que l'Afrique dont vous faites allusion, c'est le morcellement de 1884 à la conférence de Berlin. Or, notre idéologie que nous portons, notre vision panafricaine que nous portons veut que tous les Africains s'enracinent sur l'arbre du nationalisme africain. S'il vous plaît, je vous explique. C'est le comment qui m'intéresse. Pardonnez-moi. Comment? Alors, le comment, c'est le comment que je on va arriver au terme. Tout ce que vous dites là est très bien. Comment? C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Lorsque vous aurez la boussole, l'acheminement de notre boussole. Répondez à ma question. Et là, je vous dis comment. Nous sommes en train de travailler déjà, idéologiquement, nous avions brisé toutes les frontières internes de l'Afrique. C'est-à-dire, Pour l'instant, je ne vois pas ça sur le terrain. Il faut venir dans l'UDC pour voir que nous sommes toutes les nationalités. Nous sommes réalistes. Moi, je viens parler des faits concrets. Nous vous parlons de faits concrets. Vous voulez de faits concrets. Nous sommes en train de vous parler de faits concrets. Je vous ai démontré la victoire géostratégique en Haïti. Je suis ce n'est pas passé. Je suis en train de vous démontrer que sur le plan politique, économique, culturel, s'il vous plaît, s'il vous plaît, on ne peut pas tenir un débat comme ça. S'il vous plaît. On ne peut absolument... Non, s'il vous plaît. Je suis en train de... On est en train de perdre du temps. Voilà, pas du temps, s'il vous plaît. Non, pas du tout. Non, mais on ne peut pas, il ne reste, on est pris par le temps, donc vous êtes en train de définir... Vous voulez vos téléspectateurs? Pas du tout. Ou bien vous voulez qu'on mais pas du tout, il n'y a pas de feu d'artifice, on est pris par le temps et on doit être bref. Je l'ai dit au départ quand on a commencé l'émission. Ça, c'est la règle du jeu. Et si vous êtes un bon panafricain, vous devez le savoir, cette règle du jeu, que tout le monde doit avoir le temps de parole qu'il faut pour que les gens puissent comprendre. Ce n'est pas seulement votre part. Vous n'avez pas le monopole de cette parole. D'ailleurs, j'anime ces débats. Donc, par définition, il faut me laisser cette possibilité. Vous m'avez accordé la parole. Oui, mais bien sûr. Mais je dis aussi, je regarde aussi le temps qui nous reste. Donc, c'est vraiment, on perd du temps. Alors, je souhaiterais quand même, pour qu'on puisse terminer, parce qu'il nous reste 1 minute 33, vous voyez, 1 minute 33, pour qu'on puisse aller vers la conclusion. Votre conclusion sur le panafricanisme, alors c'est vraiment une vraie chimère ou... Ah non, le panafricanisme a été un idéal, a été un ensemble d'actions qui ont été posées en vue d'unir les Africains pendant l'esclavage, à la fin de l'esclavage, avant la décolonisation, pendant la décolonisation. Il y a eu plusieurs étapes successives qui ont concouru. Je vous ai donné les éléments probants qui, résultant de ce combat, c'est un combat qui n'est pas encore achevé. C'est un combat qui peut-être a connu des moments, comme il a dit, des moments d'échec et des moments de réussite. Mais aujourd'hui, l'Afrique
Et avant tout, le panafricanisme, pour nous qui sommes dans l'intelligence économique, la force vient d'abord de l'économie, moins du politique, parce que le politique, nous savons que les décisions ne viennent pas toujours, comme il a dit, de nous, mais du monde qui gère certaines affaires. C'est les propos de Cheikh Anta Diop qu'il a dit, c'est l'économie qui va pouvoir aider l'Afrique d'évoluer. Vous terminerez avec ces propos sur le panafricanisme. Le nationalisme africain est la seule intelligence capable de sortir notre mère patrie, l'Afrique, de cette situation. Cette intelligence économique, le nationalisme africain a comme branche le panafricanisme. Et nous sommes en train d'aller progressivement, même au niveau du panafricanisme familial, qui est notre prochain ouvrage qui va sortir. Nous commençons à construire le panafricanisme d'abord sur le plan familial, en allant sur le plan culturel, un panafricanisme des racines et de base, parce que nous parlons de l'arbre, la philosophie africaine, où la sagesse africaine reste la boussole par excellence pour nous. Et nous appelons tout le monde à l'unité, à la compréhension de notre jeunesse, pour briser l'un des éléments qui empêchent le panafricanisme monétaire de se réaliser. Mais voilà, donc le débat, c'est houleux. Ouais, on n'est pas d'accord sur le principe même du panafricanisme. Sur le principe même, alors ce qu'on peut dire, on peut demander aux Africains d'essayer de mettre aussi de l'eau dans leur vin, afin qu'on puisse aussi tous marcher ensemble comme tous nos prédécesseurs ont pu dire sur le panafricanisme. Donc, restons unis, restons africains, et je pense que les choses iront dans le bon sens. Merci à vous et à très bientôt.